Donc, pour poursuivre, je vais demander à tout un chacun, en commençant peut-être par le devant, ceux qui veulent intervenir sur les deux débats, sur les deux thèmes plutôt, ceux qui veulent intervenir sur les deux thèmes, et en intervenant, vous allez préciser si c'est le thème qui concerne M. Bakary ou bien si c'est le thème qui concerne M. Doyon. Donc, chacun de vous aura 2 minutes pour poser cette question. Et nous n'allons plus revenir au point de départ. Donc, si vous avez vos questions pour les deux, préparez-les en même temps. Et dès que vous allez prendre la parole, vous allez les poser en même temps. Et après, on passera à la réponse. Donc, pour commencer, on passe par Madame Simpson. Si elle n'a pas de questions, ceux qui ont pas le devant, ceux qui ont des questions à poser peuvent le lever. Vous donnez votre nom et tout ça. Mon nom c'est Benoît, Survie Benoît. Ma question est adressée à M. Bakary. Vous savez, nous avons tellement des nouveaux venus dans ce pays, un pays qui n'est pas donné. Vous avez parlé de logement. Comment peut-on avoir un logement, enfin pas gratuitement, mais presque gratuitement? Je voudrais en savoir un peu plus que ça pour pouvoir aider les étrangers qui viennent ici nouvellement. Je voudrais en savoir un peu plus que ça. Merci. Suivant, s'il vous plaît. Oui. J'ai une question pour M. Bakary et pour M. Dalla. Yes. Ok. Ma première question, ce serait basé également sur ce que vient de dire notre président. Le système en place dans le domaine de logement, ce que nous avons constaté dans ce pays, particulièrement moi, j'ai constaté qu'il y a eu une discrimination au niveau du logement. Ce que je veux dire par là est que j'ai vécu le cas. J'ai appliqué pour un appartement et tout a été autorisé. Le jour de l'interview, avec tous mes documents, dès qu'on voit ma face seulement, sans même pris mes documents, tout ça là, vérifier tout ça là, on nous dit, on n'a même plus ce que tu as demandé. Alors que tout ce qu'on m'a demandé, j'étais qualifié, j'ai appliqué pour tout ça là. Dès qu'on voit ma face que je suis un noir, ça y est, ils n'ont plus 3 chambres. Et j'ai été rejeté comme ça, directement. Sans avoir vérifié même mes dossiers. Alors que sur la ligne, c'était dans les normes, tout ce qu'on demandait, tout était vérifié. Et c'est là où on me donne un rendez-vous maintenant. Et je vais, dès que je présente ma face seulement, nous n'avons plus 3 chambres, monsieur. Vous êtes disqualifié. Comme ça. Et j'ai constaté que, bon, nous avons des soeurs hispaniques également. Dans ce domaine, plus les hispaniques ont plus d'avantages que nous les Africains. C'est ce que moi, personnellement, j'ai constaté. Ok, quant à M. Doyon, c'est un problème qui me tient vraiment à cœur. C'est le domaine de la santé au pays, pour les femmes enceintes. Et le traitement, la façon dont les traitent au pays, par rapport à ce que nous avons vu ici, il y a une très grande différence. Bon, c'est parce que beaucoup de gens sont restés au pays et qui sont dans le système, qui n'ont pas voyagé pour voir s'il y a autre chose qui se fait à l'extérieur, qui ont fait qu'ils se sont tus sur la pratique actuelle au système au traitement qui se donne aux femmes enceintes à l'hôpital, sont vraiment maltraités, inhumains. On insulte une femme dont on ne connaît même pas sa valeur.
on les insulte, autant d'accouchements, des injures, tout ça là. Tomber enceinte, c'est un crime. Vouloir accoucher, c'est un crime. Regardez comment on assiste les femmes ici, aux États-Unis. Tu auras, après avoir accouché, tu auras même envie, après 6 mois, de tomber encore enceinte. Qu'est-ce qu'on fera? C'est la journée des femmes. C'est le moment où on a fait beaucoup de débats. Qu'est-ce qu'on fera pour faire changer ce système-là, pour assister mieux nos femmes enceintes au pays? J'allais venir. Deuxième rangée, s'il vous plaît, ceux qui veulent intervenir. Donnez vos noms. Troisième rangée. Oui. Ephraim Kitoï. Ephraim Kitoï. Ok. Allez-y. J'ai 2 questions, une question et une contribution. Ok. Question à qui? À monsieur Bakary. Ok. En fait, j'aimerais savoir un peu plus sur le système de l'assurance santé. Est-ce à dire qu'il faut arriver ici, remplir des fiches, payer quelque chose chaque mois ou par an, ou bien comment ça se passe exactement? J'aimerais savoir un peu plus sur ça. Maintenant, par rapport à la question de la révision de la Constitution au pays, je suis arrivé il n'y a pas longtemps aux États-Unis, donc je connais encore un peu plus ce qui se passe. Personnellement, je ne suis pas pour la révision de la Constitution actuellement au Bénin, parce que j'ai des craintes, personnellement. Avec ce que nous avons eu, pas loin de chez nous au Sénégal, et connaissant ce que sont les politiques en Afrique, je crois qu'il serait mieux de ne pas faire confiance à un homme politique, quel que soit ce qu'il soit. Parce que nous avons vu, je sais que tout le monde sait ce qui s'est passé au Sénégal, au juge, en ne disant rien, en se taisant juste sur la question de la valeur de la République, c'est-à-dire en ne disant pas ce que va être le statut du président actuel en instaurant une nouvelle République, c'est-à-dire en modifiant la Constitution. Comment est-ce que cela s'appliquerait à lui? C'est ce que Ouad a fait, très habilement. Est-ce que ce n'est pas la même chose qui est en train de se tramer dans notre pays? Ou bien, au cas où cette révision serait consensuelle, c'est-à-dire où tous les Béninois, de façon souveraine, auraient accepté de dire bon, maintenant nous voulons modifier notre constitution, je souhaiterais que nous, étant ici, nous demandions qu'il soit clairement écrit et décrit comment est-ce que cela s'applique au président ou au mandat actuel. C'est-à-dire dire que cela s'applique à son mandat et même s'il finissait son mandat, il n'a pas le droit de se représenter. Ça c'est ce que je pense qu'il serait mieux de faire. La deuxième chose, c'est par rapport aux institutions. J'étais particulièrement heureux d'entendre M. Goyon commenter sa présentation par sa piété du fait de la conférence nationale. Parce que je vois que, étant béninois, il nous manque souvent cette piété-là. On voit que le mal dans tout ce que nous faisons. On voit, chaque fois que nous voyons les Béninois parler de politique ou bien de ce que nous avons de chez nous, c'est toujours corruption, les présidents africains sont mauvais, l'homme béninois est mauvais, le béninois est mal, il est mauvais, c'est toujours ça. Et nous passons toujours à côté de ce que nous avons de bon, de ce que nous avons de... Chaque fois que je parle de la conférence nationale, je ne sais pas ce que la conférence des pères fondateurs des États-Unis à Philadelphie, je ne sais pas en quoi c'est différent de la conférence nationale du Bénin. Mais chaque fois que les Américains parlent de cela, j'ai vu ça tout le temps sur les campus. Chaque fois qu'ils en parlent, c'est avec beaucoup de piété, et ils viennent même jusqu'au Bénin vous donner des conférences là-dessus. Alors que c'est la même chose que les Béninois ont fait en 90. Les gens ont risqué leur vie, ont pleuré pour cette conférence-là. J'ai écrit un projet au Bénin l'année dernière, j'ai écrit un projet disant, c'était un peu avant les élections, parce qu'au Bénin tout le monde avait peur pour ces élections-là. Je me suis dit, et si dans la période exactement dans la période que ça a duré la conférence nationale, on passait dans tout le pays avec des images fortes des moments de la conférence, montrant encore aux Béninois ce que l'on avait de bon, de commun, et qu'on pouvait encore vivre tous ensemble. Mais au Bénin, personne ne s'est intéressé par ça là. Ce qui intéressait les gens, c'était d'abord l'argent, la politique, le mouvement politique. Et quand tu parles à un